Bienvenue à toi sur ma chaîne The French Detective. Ancien des unités spéciales, je vais te faire découvrir mes missions d'agent de renseignement. Toutes ces histoires auxquelles j'ai participé sont vraies. Rappelle-toi, nous avons été appelés en renfort pour trier des faisceaux d'informations convergentes se rapportant à un gang supposé de braqueurs. Ces individus au passé lourdement chargé, dont on a voulu nous faire croire qu'ils sont retirés des affaires. Ouais, nous avons appris qu'ils se rassemblent dans un point de contact public. Ouais, c'est notre chance. Depuis un mois, nous observons cette bande de malfrats. Des repris de justice, des braqueurs qui se rencontrent à la brasserie L'Octave, en plein centre-ville. Au départ de cet établissement, nous les prenons en filature et nous procédons de la manière suivante. À tour de rôle et de manière aléatoire, chacun des malfrats a eu droit à sa filature. Cela nous permet de découvrir quel sera leur projet. Notre intime conviction, avec ces éléments récoltés, nous conforte dans l'idée d'une association de malfaiteurs. Au cours de la dernière réunion que nous avons eue avec les enquêteurs de la première heure, chaque membre de la bande a été clairement identifié. Il y a Marco, barman et proprio de l'Octave, c'est le chauffeur. Martin et Mike, les deux jeunes de la bande, ce sont les hommes de main. Le beau, Beau chemin, dit le beau. Lui, c'est le voleur de voitures. Avrel, le grand là, Avrel, le garagiste. C'est celui qui prépare et maquille les véhicules volés. Louis, c'est la tête pensante. Il organise et apporte les affaires. Il s'occupe également de l'élimination des balances. Non, pas lui directement. C'est un travail qu'il fait exécuter par ses hommes de main. Ce processus de la terreur lui permet de passer pour quelqu'un de rangé. Oui, personne ne veut plus se mouiller et donner la moindre information de peur d'y laisser sa peau. Louis, c'est le boss, le grand boss. Tous ces vilains individus sont passés par la case prison. Dans cette enquête, le procureur en charge de l'affaire nous octroie une grande latitude de travail, ceci pour tenter de les mettre à l'ombre une fois pour toutes. Oui, nous pouvons les laisser commettre des faits illicites et non dangereux pour la vie d'autrui, jusqu'au moment où notre officier estimera qu'ils sont mûrs. Enfin, il faudra quand même gérer cela de concert avec le procureur. Rappelle-toi, lors de la dernière journée de surveillance, Louis et Avrel ont acheté des fils électriques au Brico. Au débriefing, nous avons montré les photos de leurs achats. Pour les enquêteurs de la première heure, pas de doute, il s'agit des mêmes fils, de la même section et avec les mêmes cosses à sertir que ceux retrouvés dans les voitures volées puis incendiées qui ont servi à des braquages. La piste est sérieuse. Louis n'est pas du tout rangé. Ce montage électrique, c'est leur signature. Comme quoi, les rumeurs... il suffit. On y va. C'est le week-end et l'Octave est fermée. Mais notre officier décide de sortir un dispositif pour une journée de surveillance, voire deux. Cette fois, c'est sur Marco, le chauffeur, le pilote, que nous concentrons nos forces. Le week-end, je te l'ai déjà dit, il dort chez sa petite amie à la campagne. Des éléments nous amènent à penser qu'un véhicule est prêt pour faire un coup. Et Marco, en tant que chauffeur, a sûrement son mot à dire sur la question. Quand on parle de voiture pour un braquage, c'est clair, ça le concerne. L'idée de l'officier est que, quoi qu'il arrive, Marco fera partie du plan si vol de voiture il y a. Et donc on va chercher à savoir où cette voiture se trouve planquée. Le samedi matin, à une heure où tout le monde dort encore, nous sommes près de chez l'ami de Marco.
C'est un petit village tranquille de la banlieue, en pleine verdure, sans aucune activité particulière, dont les habitants travaillent pratiquement tous à la capitale. Un gars de notre équipe, vêtu d'une tenue camouflage, est largué à la lisière du bois tout proche. Après une progression de 150 mètres, il arrive dans un champ de maïs. Et au bout de ce champ, il voit la rue où se trouve la maison de l'ami de Marco. Une construction flanquée d'un garage au rez-de-chaussée. Le but de notre camo, se camoufler en sous-bois d'automne, est de se faufiler dans le champ de maïs jusqu'à proximité du premier croisement de route par lequel va passer Marco, lorsqu'il sortira de chez son ami. Un autre membre du groupe va se nicher dans le château d'eau qui alimente le village. Il se trouve à 350 mètres de l'habitation de Marco et culmine à plus de 40 mètres de hauteur. C'est notre poste fixe, un mirador. Le pick-up est en place. L'attente est longue et pesante pour ces deux gars. Mais imagine, mon groupe s'est fondu dans ce bel environnement et le jour commence à se lever. À l'arrière du véhicule, assis bien au chaud, tu aperçois la faune qui s'éveille. Un renard qui revient d'un repas festif avec un bout de plastique noir accroché à la gueule. Un jogger qui s'arrête à ta hauteur sans te voir et qui subitement appelle sa maîtresse. Croustillant, non? La vie, quoi. Vers 10h, le gars du poste fixe signale que Marco sort du garage à bord d'une Mercedes. Les plaques d'immatriculation sont simples à retenir. Elles commencent par GAF, gaffe, oui, comme pour dire à ceux qui le suivraient, gaffe-toi. Ouais, les GAFA, c'est la même chose. Gaffe-toi des GAFA. On démarre tranquillement, passe devant le camouflé, évidemment sans le voir, c'est le but. Tactiquement, on est bien là. Le camouflé nous renseigne que Marco tourne à gauche. Il revient dans le champ de vision du collègue, celui qui est dans le château d'eau. Les informations transmises par les deux hommes se complètent, elles sont claires. Marco fait chauffer son moteur comme un amateur de belle mécanique, tranquille. La voiture a parcouru près d'1 kilomètre et Marco n'a encore vu personne dans ses rétros. Ouais, c'est du bon boulot, les gars. Les équipes s'organisent pour le suivre. Il faut parfois rouler très vite pour contourner la zone, le village. Mais ça roule propre, c'est-à-dire que le gars qui dérape ou qui ferait du bruit avec ses pneus va se faire repérer. Ça, tu oublies. On suit un pilote, là, les filles. Ouais, je dis les filles parce que il y a énormément de représentantes de la gente féminine qui suivent mes histoires. Lorsque Marco rejoint la civilisation, oui, ou plus exactement, un axe important, une voiture du groupe se positionne à bonne distance. Puis une deuxième un peu plus loin. Tout le dispositif se met subtilement en place derrière la Mercedes. Le trafic s'intensifie alors que nous approchons de la capitale. Le dispositif se resserre. Nous savons que l'Octave est fermé le week-end. Peu de chances que ça soit sa destination. Une équipe anticipe et va l'attendre discrètement chez Avrel, au garage. Marco brûle un feu rouge. Enfin, il était orange foncé. Bien mûr. La première de nos équipes s'y arrête. Elle fait confiance à l'Advance, l'équipe qui est en attente au garage d'Avrel. C'est pas plus mal. Marco arrive sans être suivi lorsqu'il s'arrête devant chez Avrel. Il reste à bord de son véhicule. Nous contrôlons la situation. Surprise! C'est le beau qui sort de l'habitation pour s'engouffrer dans la Mercedes. L'officier exulte. Bon boulot, les gars, la style. Sur les ondes de la radio, comme un coach de foot dans un derby quand il mène 1-0 et qu'il reste 10 minutes à jouer et qu'il faut galvaniser les troupes. Marco et Lebeau repartent à bord de la Mercedes. Ils tournent dans la ville selon un itinéraire qui nous semble précis, méticuleux. Les deux hommes se sont rendus dans les beaux quartiers et agissent comme des militaires qui feraient un nettoyage de terrain. Pour nous, c'est clair, ils sont occupés à repérer un véhicule à voler. Parfois, ils s'arrêtent, exécutent un demi-tour pour repasser devant une villa à faible allure, puis abandonnent leur idée et reprennent leur prospection.
Une chose évidente est qu'il est extrêmement difficile de suivre discrètement des gars qui sont occupés à organiser un vol. Pendant la préparation d'un coup, ils sont prudents, plus que prudents. Ils ont des yeux dans le dos. Ce n'est pas pour nous justifier ce que je te dis là, mais c'est un cas de figure intenable à long terme. Ben, je dois te le dire. À force de prendre des précautions et de la distance, ben, nous les perdons. À partir de ce moment-là, chaque équipe les cherche calmement. Ben oui, tu ne sais pas où ils sont. Par contre, eux, ils pourraient te voir. C'est une situation de tension extrême. Au bout d'un moment, l'officier demande à une équipe de se retirer du dispositif et de retourner au garage d'Avrel. Une autre se rend à l'Octave. Pour le reste, nous avons toujours le camouflé à proximité de l'ami de Marco. 50 minutes plus tard, le camouflé signale le retour de Marco chez sa petite amie. Et il est certain d'une chose, il était seul. Le beau, pas de trace de vie. Qu'a-t-il fait? Où est-il passé? C'est le but égalisateur à 2 secondes de la fin du match. Là, on a raté quelque chose. On décroche. De retour à la base, nous découvrons sur le tableau des briefings une note. C'est l'écriture de l'officier. Demain, même endroit, même heure. Bonne soirée. Dure la vie d'entraîneur. Aurait-on pu faire quelque chose de plus, tout en restant discret? Le lendemain, le dimanche, les rues sont encore plus désertes que la veille lorsque nous arrivons chez Marco. Un camouflé, un camo, s'est déjà mis en place, ainsi qu'un observateur dans le château d'eau. Hier, les hommes qui ont quitté le village en dernier ont pensé à poser un petit bout de bois sur la porte du garage où se trouve la Mercedes. La relève du jour nous signale que rien n'a bougé, ce qui veut dire que le véhicule de Marco se trouve à l'intérieur. C'est une journée grise qui n'inspire pas à la balade, et la petite amie de Marco est une jeune femme très attirante. Bref, je te fais pas un dessin. Pour nous, à l'extérieur, il ne se passera rien. À l'intérieur, par contre... Bon, notre officier est dépité, il enrage. Je peux le comprendre. Il a misé, il a joué, il a risqué gros, mais il n'a pas gagné grand-chose. Enfin, jusqu'à la tombée de la nuit. Nous étions sur le point de quitter les lieux lorsque Marco sort de l'habitation en pantoufles. Il scrute les environs autour de lui. Dans sa main gauche, un sac poubelle. Un flic relève machinalement. Il est gaucher. Il s'en va déposer son sac devant la porte d'un voisin, 20 mètres plus loin. Puis il retourne chez son ami. Le collègue du château d'eau a tout capté. Ces informations transmises sur les ondes à la dernière seconde incitent notre officier à la réflexion. Il libère le dispositif, mais il demande à une équipe de rester sur place afin de récupérer ce sac poubelle lorsque toutes les lumières du quartier se seront éteintes. De retour au bureau, les têtes pensantes sont fébriles, persuadées que le sac poubelle contient des éléments très intéressants. Pourquoi avoir été le poser ailleurs que devant sa porte?